Poser la première pierre de la reconstruction de l'Ukraine, c'est donc l'objectif de la conférence de Lugano en Suisse. Les pays alliés de Kiev, les institutions internationales et le secteur privé sont réunis pour 2 jours avec l'ambition de débaucher un plan Marshall. Mais qui va payer, où trouver l'argent et comment l'acheminer? Avec nous pour en parler, Anne-Sophie Alsif, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes chef économiste de BDO France. Avec nous également Marc Anzelin, avocat suisse spécialiste du droit international. Anne-Sophie Alsif, je le disais, 750 milliards de dollars au moins, selon le Premier ministre ukrainien, 1100 milliards selon la Banque européenne d'investissement. Peut-être en quelques mots d'abord, comment est-ce qu'on peut évaluer la reconstruction alors même que la guerre continue, on le voit dans le Donbass? Alors déjà parce qu'on avait des données chiffrées sur la situation de l'Ukraine avant le conflit, en termes d'infrastructures, de systèmes de santé, de systèmes éducatifs. Donc en faisant des simulations par rapport aux villes qui ont été complètement rasées, les ponts, les infrastructures détruites, les aspects aussi énergétiques qui ont été très endommagés et attaqués par les Russes, eh bien on peut faire des simulations par rapport à la situation avant la guerre, des destructions, l'impact en effet sur la richesse détruite. Il y a le coût pour l'économie, la richesse détruite, c'est 600 milliards. Hein. Exactement, et donc ce qu'il faut reconstruire et ce qu'il faudra réinvestir plus globalement, pas que dans les infrastructures, mais dans tous les pans de l'économie. Alors, comment envisager une reconstruction d'un pays toujours en guerre? Alors ça, c'est aussi la question qu'on se pose, Marc Anzelin. Est-ce que vous pouvez nous aider à mieux y comprendre? Oui, j'imagine qu'il y a des parties de l'Ukraine qui ne sont pas en guerre ou disons qui subissent indirectement ou modérément les affres de la guerre et qui pourraient déjà faire quelques reconstructions. Mais évidemment, là, on parle plutôt des principes, y compris d'ailleurs par quels moyens est-ce qu'il faut acheminer cette aide internationale. Est-ce que ça doit l'être par des agences internationales comme les Nations Unies, le CICR? Est-ce que c'est l'État ukrainien lui-même qui doit procéder à ces reconstructions avec une aide financière étrangère, avec tous les problèmes liés à la structure de l'État ukrainien, y compris une corruption qui est quand même assez problématique. Donc tout ça fait l'objet de cette conférence actuellement. Donc je pense qu'on n'est pas encore au stade de la reconstruction concrète, mais plutôt au niveau des grands principes. Oui, on l'a dit, c'est pas une conférence des donateurs. Hein. Avant de vous redonner la parole à Anne-Sophie Alsif, on va voir, on le disait, la guerre continue dans le Donbass, notamment avec toute la région de Louhansk qui a été prise. Alors on va voir avec Séraphine Charpentier maintenant comment reconstruire ou regarder. Des villes, des villages, des infrastructures réduits en cendres. C'est la réalité du territoire ukrainien, un pays toujours en guerre. Alors comment parler de reconstruction? C'est la question que se posent à Lugano, alliés de Kiev, institutions internationales et acteurs privés. Pour le président ukrainien, présent par visioconférence, la reconstruction est l'affaire de tous les pays civilisés et elle devrait coûter cher. Reconstruire l'Ukraine signifie restaurer les principes de la vie, restaurer l'espace de la vie, restaurer ce qui rend les gens humains. Bien sûr, cela signifie une reconstruction massive, bien sûr, cela signifie un financement énorme et des investissements colossaux. Selon les autorités ukrainiennes, plus d'1 millier de villes et villages ont été libérés, plus de 2500 sont toujours sous occupation russe, enfin, 100 villes ont été totalement rasées. Le Premier ministre ukrainien estime à 750 milliards de dollars le coût total de la reconstruction. Pour la Banque européenne d'investissement, ce serait même près de 1100 milliards de dollars. L'Europe a une responsabilité particulière et un intérêt stratégique à être aux côtés de l'Ukraine à chaque étape du processus. L'Ukraine veut faire partie de notre Union européenne et nous voulons que l'Ukraine devienne membre de l'Union européenne. Organiser la reconstruction et peut-être surtout donner une perspective positive aux Ukrainiens pour qui la guerre n'est pas finie, tel est le but de la conférence de Lugano. Elle se clôt ce mardi. Et on verra demain ce qu'il en ressort. Anne-Sophie Alsif, comment on finance la reconstruction de l'Ukraine? Alors, il y aura une partie, ce sera vraiment de l'argent, on va dire, public. Donc, il y aura sûrement des aides au niveau de l'Union européenne. On rappelle que l'Ukraine est maintenant candidate officielle pour aller dans l'Union. Donc, l'idée aussi, avant la crise, c'était un pays qui s'éloignait beaucoup des standards économiques pour rejoindre l'Union. Donc, ce sera aussi la possibilité pour l'Europe, derrière, en aidant l'Ukraine, d'essayer de faire converger davantage son économie, même si c'est
ça va bien sûr prendre des décennies. Et puis, une fois que vous aurez les bailleurs ou les investisseurs, on va dire, publics traditionnels, eh bien, ça va attirer le secteur privé. Alors, bien évidemment, les grandes entreprises qui seront intéressées au niveau des infrastructures, du secteur de la santé. Dans énormément de secteurs, il faut tout refaire. Donc, les grandes entreprises sont là. Et puis aussi, les financeurs, on va dire, privés, les grandes banques qui pourront aussi octroyer des prêts dans certains secteurs. Donc, c'est vraiment le public qui appellera sûrement les fonds privés, mais ça, c'est vraiment dans un second temps. Le public, ce sont les contribuables. Il y a une grosse inflation. Est-ce que c'est faisable ? Alors, de toute façon, il n'y aura pas le choix puisqu'il faudra bien reconstruire le pays. On espère quand même que l'inflation, certes, ne va pas beaucoup diminuer, mais en tout cas ralentir. On rappelle qu'on rentre dans des politiques monétaires moins accommodantes. Donc, on espère que dès l'année prochaine, on aura quand même quelques effets, même si en Europe, ça risque d'être très minoré. Donc, on va rester sur un cycle haut, en tout cas, d'inflation. Il faudra que ce soit possible, puisque de toute façon, il faudra reconstruire ce pays. Et puis là aussi, rappelons qu'en Europe, l'inflation est énergétique. Donc, une solution du conflit, ça veut dire aussi peut-être une solution trouvée au niveau de l'approvisionnement et donc une baisse des cours de l'énergie. Donc je ne dirais pas que ça réglerait la situation, mais en tout cas en partie. Il y a un lien en tout cas de cause à effet sans doute. Marc Anzelin, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales et notamment du droit, bien sûr. Est-ce qu'on peut prendre, la question elle est simple, est-ce qu'on peut prendre l'argent des oligarques russes? Est-ce qu'on peut prendre les avoirs de l'État russe gelés à l'étranger? Alors, bon, c'est une question intéressante qui semble intéresser notamment les Britanniques, mais je dirais que le droit international n'est finalement pas si différent du droit ordinaire, à savoir qu'en principe, c'est l'auteur des dommages qui paie les dommages. En l'occurrence, l'auteur des dommages, c'est la Russie, c'est l'État russe, qui a violé la Charte des Nations Unies de manière absolument crasse, qui s'est à peine justifié par une vague légitimation de génocide inexistant pour attaquer l'Ukraine. Donc on est vraiment dans une violation absolue du droit international public, avec en plus des violations d'autres conventions, la convention de La Haye sur les armes prohibées, dans un certain nombre d'actes d'agression, convention de Genève, etc., sans compter évidemment le traité entre la Russie et l'Ukraine. Mais le plus simple en termes de droit, c'est quoi? C'est l'argent des oligarques, pardonnez-moi. Le plus simple en termes de droit, c'est l'argent des oligarques ou ce sont les avoirs gelés? Vous-même, vous dites attention, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose, parce qu'il y a un certain nombre de centaines de millions qui sont bloqués dans des banques centrales européennes et américaines, notamment les avoirs de la Banque centrale russe, lesquels pourraient participer à cette reconstruction, puisque l'auteur justement de l'agression, du dommage, c'est l'État russe. Et donc la Banque centrale russe pourrait participer à la reconstruction de l'Ukraine. Les oligarques, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que ce ne sont pas les auteurs directs de ces turpitudes, évidemment. Ça violerait un certain nombre de traités internationaux, comme les traités d'investissement, etc. C'est beaucoup plus délicat, je dirais. C'est évidemment plus spectaculaire. Et potentiellement, ça pourrait aussi plaire à M. Poutine, qui n'aime pas forcément les oligarques, mais il faut bien dire que ce ne sont pas eux qui sont à l'origine, évidemment, de ces destructions. Et vous dites qu'il pourrait y avoir une décision de l'Assemblée générale des Nations unies pour acter, on va dire, de puiser dans cet argent gelé de la Banque centrale russe. Je me tourne vers vous, Anne-Sophie Alsif. On parle de plan Marshall. Rappelons pour celles et ceux qui nous regardent, un programme américain de prêts accordé aux différents États d'Europe pour aider à la reconstruction. C'était après les dégâts provoqués par la Seconde Guerre mondiale. Des prêts assortis de conditions d'importer pour un montant équivalent d'équipements et de produits américains. Là, ce sera pareil pour l'Ukraine? Alors, c'est vrai que le plan Marshall, c'était en sortie de la guerre, dans un contexte de guerre froide. Aujourd'hui, c'est un contexte différent, mais l'idée aussi, c'est quand même pour l'Union européenne d'étendre son influence sur l'Ukraine pour que, comme on l'a dit, l'Ukraine converge vers l'Europe et rejoigne l'Union à long terme. Donc, c'est sûr que l'idée, c'est de dire, bien sûr, on vous aide, mais on espère qu'il y aura une patte européenne, qu'il y aura des entreprises européennes, en tout cas occidentales, contre la Russie. Donc, c'est vraiment essayer d'acter que l'Ukraine est dans le camp européen. Bien sûr, on l'a fait politiquement en leur disant vous êtes candidat pour entrer dans l'Union européenne. Et là, l'idée, c'est de le faire économiquement en disant on vous aide à la convergence, on vous aide pour pouvoir rentrer plus rapidement. Oui. Alors j'ai peut-être une question aussi, Marc Anzelin, pour vous en termes de droit international. Est-ce que lancer le chantier de la reconstruction, alors même qu'une partie de l'Ukraine est annexée s'agissant de la Crimée, voire occupée pour d'autres régions, est-ce que ce n'est pas donner du crédit à ces régions-là? D'ailleurs, on ne sait pas, il y a beaucoup d'inconnus, on ne sait pas si la reconstruction évoquée aujourd'hui à Lugano, elle consiste aussi les territoires occupés.
Oui, je ne suis pas persuadé que la conférence de Lugano se penche actuellement sur des questions d'occupation de territoire, mais plutôt sur des grands principes. Vous avez relevé à juste titre des résolutions. Est-ce qu'on reconstruit le Donbass? Écoutez, personnellement, je dirais qu'il faudrait le reconstruire, mais avant de le reconstruire, il faudrait évidemment le libérer. Mais ça, c'est une question militaire. Ouais. Sur l'argent, revenons quand même sur cette question-là qu'on a esquissée tout à l'heure. 750 milliards, 1 milliard, 1000 milliards, pardon, 1100 milliards selon des sources. On le voit à l'image. C'est des chiffres qui dépassent l'entendement, encore une fois. Est-ce que vous pensez que l'argent de la Banque centrale russe permettra de les atteindre? Alors, on parle d'avoir de plus de 300 milliards d'avoir de la Banque centrale russe qui serait bloquée notamment aux États-Unis. Donc évidemment, ça ne fait pas le total, mais c'est déjà quelque chose. Je me permets aussi de rappeler d'autres précédents, des précédents notamment la Commission de compensation des Nations Unies qui avait été érigée par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour la reconstruction du Koweït suite à l'agression d'Irak. Évidemment, le problème, c'est que la Russie fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc ne va certainement pas voter une telle résolution. L'alternative pourrait être une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies avec une confiscation par les États eux-mêmes des avoirs russes, avec potentiellement aussi, mais encore une fois c'est peut-être un peu plus délicat, la confiscation d'avoirs d'oligarques si notamment les oligarques en question n'ont pas respecté le droit national des États qui voudraient l'opérer. Mais on arrive quand même à des chiffres assez importants. Ouais. On parle quand même de plusieurs centaines de millions de dollars qui pourraient être éventuellement confisqués pour rétablir l'Ukraine. Merci beaucoup Marc Anzelin, merci pour votre éclairage. Merci également Anne-Sophie Alsif de nous avoir donné des clés de compréhension. Donc, cette conférence continue demain à Lugano en Suisse.